Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube CC Info 91, chaîne de notre ami Alain Leclerc, destinée à offrir aux mâles et aux non-voyants une foultitude d'informations sur un nombre de sujets variés. Aujourd'hui, nous allons continuer notre nouvelle rubrique sur les merveilles qui s'intitule Merveilles du monde, sous-rubrique Les 7 merveilles du monde antique. Et nous allons poursuivre le survol des 7 merveilles du monde antique, partie 2. Dans la partie 1, nous avions fait la section 1, le préambule, la section 1 et 2. Et aujourd'hui, le podcast comportera la section 3 qui finalisera le survol. Et comme j'avais dit à la fin du précédent podcast, ensuite nous parlerons des merveilles, des 7 merveilles du monde antique, une par une, chacune beaucoup plus détaillée. Donc, nous continuons notre survol. La section 3 qui s'intitule « À propos des 7 merveilles du monde antique ». Bon, et nous commencerons avec le phare d'Alexandrie. Ouvrage pratiquement contemporain du colosse de Rhodes, cette tour fanale apparaît seulement dans les listes tardives, généralement en remplacement du rempart de Babylone, et termine la liste canonique adoptée jusqu'à nos jours. Sa renommée semble due à son rôle utilitaire et au style singulier de sa construction, et elle est érigée pour honorer la mémoire de Ptolémée Soter, l'un des pharaons de la dynastie hellénistique qui a remplacé les anciennes lignées pharaoniques égyptiennes, qui développa Alexandrie. La cité, alors centre culturel avec son musée et sa bibliothèque, n'est certainement pas étrangère à la popularité de cet édifice. Mais il a fallu attendre un hasard de l'époque de la Renaissance pour retrouver cet ouvrage définitivement intégré à la liste des merveilles du monde antique. Le temple d'Artémis. L'Artémision, c'est son nom grec, d'Éphèse, du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est incendié en moins 356 avant Jésus-Christ par Hérostate, n'a jamais fait partie d'une quelconque sélection de monuments privilégiés, car à cette époque, si ce temple était déjà universellement admiré, aucun texte ne parlait de liste de merveilles. Et lorsqu'une d'entre elles devint populaire, ce premier temple avait depuis longtemps disparu pour faire place à un second
rehaussé, mais construit à l'identique. Pline l'Ancien, un grand savant de l'époque, qui ne peut avoir vu que le dernier des deux, a lui-même, dans son récit, confondu l'un et l'autre. Début de citation. De ces colonnes, 36 sont sculptées, et l'une l'a été par Scopas, et l'architecte qui présida à l'ouvrage fut Chersiphron. Fin de citation. L'architecte construit bien le premier temple, mais le sculpteur ne travaille au second qu'au moins 2 siècles plus tard. Les pyramides. Les pyramides, pour la plupart des auteurs principaux, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, Pline l'Ancien et aussi Philon de Byzance, forment une merveille dans leur ensemble. Pline écrivait, début de citation, « Les 3 autres, dont la renommée est universelle, et que tous les navigateurs du fleuve, du Nil, ont l'habitude de voir. » Fin de citation. Ces 3 sœurs, qui ont toutes leur angle sud-est parfaitement aligné et leur porte d'entrée sur le côté nord, ont autrefois paru indissociables. La liste définitive a consacré la pyramide de Khéops parce qu'elle est évidemment la plus ancienne, la plus complexe, voire la plus ésotérique, mais surtout parce que, aux yeux de l'arpenteur, elle dépasse, mais de très peu, celle de Képhrem. Curieusement, pour un visiteur arrivant de tous côtés, excepté du nord, c'est cette dernière qui semble, grâce à une légère élévation du terrain, la plus haute, à tel point que les chroniques arabes les ont parfois confondues. Khéops est le premier essai tâtonnant et par imitation de celle de Snéfrou à Meidoum, d'une architecture poussée à l'extrême et aussi, selon certains spécialistes d'architecture, la pyramide qui présente le plus d'anomalies de structure interne. Képhrem, qui a le mieux résisté, a conservé son revêtement sommital et fait pour ainsi dire figure de pyramide générique. Sa silhouette plus élancée a été inspirée directement par l'équerre égyptienne, c'est-à-dire 2 triangles rectangles de côté en proportion 3,4 et 5 accolés verticalement par leur base lui donnent sa pente. De son côté, Mykérinos, la plus soignée, est généralement dédaignée. Cette dernière pyramide, selon Strabon, de dimension bien moindre que les 2 autres, se trouve cependant avoir coûté beaucoup plus cher en construction, mais en contrepartie, selon Diodore, elle séduit davantage car elle se distingue par l'art qui a présidé à sa construction et par la beauté de ses pierres. Il y a enfin le Sphinx,
dont aucun visiteur, à l'exception de Pline l'Ancien, n'a noté la présence. Pline dit, début de citation, le Sphinx, plus admirable peut-être que les pyramides, et sur lequel on a gardé le silence. Fin de citation. Un couple inséparable, le mausolée d'Halicarnasse. Selon la légende la mieux suivie, Artémise II aurait elle-même décidé de construire pour son époux et frère le splendide monument qui aurait consacré son amour conjugal. L'assertion de Pline que l'on trouve dans sa fameuse description du mausolée a généralement prévalu. Cette version n'a jamais fait l'unanimité. Déjà, Vitruve avait écrit que c'est Mosol lui-même qui entreprit cette construction à sa propre gloire posthume. Ce prince suivait en cela une traduction de vanité très répandue à son époque chez les souverains. On ne compte plus, en effet, les tombeaux monumentaux érigés en Asie mineure et notamment en Lycie. De son côté, Lucien consacre à Mosol un chapitre de son Dialogue des morts, le peignant comme un homme orgueilleux et très fier de s'être fait construire son plus beau tombeau, le plus beau tombeau de la terre. André Coutin, lui, écrit, début de citation, « Le tombeau triomphal qu'il avait décidé d'élever était inachevé à sa mort. » Fin de citation. Et Jean-Pierre Adam, d'autre part, écrit, début de citation, « On remarque que Pline, contrairement à Vitruve, fait du mausolée une œuvre due à l'initiative d'Artémise, ce en quoi, du reste, il se trompe. » Fin de citation. Chacun dans son ouvrage respectif accrédite donc spontanément cette seconde opinion, mais sans toutefois en donner une plus longue explication. L'historien Sainte-Croix avait auparavant nettement tranché, début de citation, que de temps n'a pas dû coûter la construction d'un pareil monument. Cependant, Artémise survécut à peine 2 ans à son mari. Dans un aussi court espace de temps, cet édifice aurait-il été terminé? Fin de citation. Comme le dit Pline, cela me paraît difficile à croire et je pense plutôt que cet auteur a pris pour l'année de la mort de Mosol, celle où l'on commença à bâtir son tombeau. Dans cette hypothèse, Mosol lui-même aura projeté ce grand ouvrage 2 ans avant de mourir. Il y aurait fait travailler et Artémise, en l'achevant, en aurait eu toute la gloire. Fin de citation. Là, c'est vraiment la fin de la citation. Désolé, je me suis trompé avant. Une réalisation d'un tel raffinement et d'un tel gigantisme n'a pas pu s'improviser juste après un décès, surtout que la veuve, durant les 2 courtes années de son autorité, dépensa du temps et de l'argent à défendre sa cité contre Rhodes et à contre-attaquer et punir les insulaires.
Les artistes renommés choisis pour l'ouvrage, dispersés et venus de fort loin, ont dû être retenus longtemps à l'avance pour être réunis. Comme il est peu commun, d'autre part, qu'une épouse soit à ce point exaltée qu'elle ait songé à la manière d'enterrer son conjoint encore en vie, il est plus vraisemblable que Mosol, lui-même un grand bâtisseur, ait désiré contempler de ses yeux le reflet de sa puissance. Cependant, il reste possible que les époux inséparables eussent tous deux souhaité d'être réunis dans la mort. Dans l'hypogée, on retrouva un reliquaire et un sarcophage qui pouvait être celui de la reine, l'usage carien imposant alors aux hommes l'incinération. En admettant même la légende qui veut que l'achèvement de la statuaire se soit fait tardivement et au compte des artistes, on peut avancer qu'Artémise eût pu très bien en avoir été maître d'ouvrage quand son époux était très occupé et qu'elle le fut naturellement pendant son voyage pour la continuation des travaux. C'est peut-être une des raisons de la persistance de ce point de vue. Une ville mythique. Babylone, ville mythique. Babylone, ville mythique. Babylone, dont il ne reste que presque rien, a livré, avec les jardins suspendus, la merveille la plus énigmatique. Si la tour colossale, peut-être celle dénoncée par les récits bibliques sous le nom de tour de Babel érigée par le premier roi des humains, Nemrod, le grand chasseur, est considérée longtemps comme mythique, est bien décrite sur place par Hérodote. Les jardins suspendus, célébrés par plusieurs chroniqueurs, restèrent invisibles aux yeux de cet historien, tandis que Stésias, au IVe siècle avant Jésus-Christ, capable de passer en revue toutes les curiosités babyloniennes, construites ou relevées un siècle et demi à peine auparavant, les ignore complètement. Leur trace n'a pas été non plus retrouvée par les archéologues qui avaient pourtant mis au jour l'enceinte et la base de cette même tour appelée Etememnaki. Pas davantage de jardins suspendus sur les tablettes mésopotamiennes où l'on voit des plans de la ville et de ses principaux monuments. Les compilateurs latins, Ampelius du IIe siècle, qui a pourtant écrit sur Sémiramis et le rempart de Babylone, et Hygiène du 1er siècle, dans son septième opéra, Mirabilia, ont donné le palais de Cyrus en lieu et place des jardins suspendus de Nabuchodonosor II. Les seules représentations qui nous en suggèrent une idée viennent des bas-reliefs de la ville de Ninive, avec des terrasses à végétation, soutenues généralement par des colonnes à chapiteaux. Nous sommes donc loin des voûtes nécessaires pour supporter
un étagement important. Et si aucun auteur ne paraît avoir vu ces jardins suspendus, aucun n'indique le nombre de terrasses. Et tous ne sont pas d'accord sur la description de leur système hydraulique, leur emplacement et leur maître d'ouvrage. Le cellier voûté de la porte d'Ishtar, dégagé par l'allemand Koldewey à la fin du 19e siècle, n'a pu, par ses trop modestes dimensions, représenter la plateforme d'un jardin royal important. Il est en tout cas difficile de concevoir que l'espace de verdure aussi réduit du véritable jardin, un carré de 120 mètres de côté, ait été l'élément qui accrocha l'œil, adossé à un rempart lui-même célébré comme une merveille, imposant et interminable, dont la longueur était, si l'on en croit les anciens, plus d'une fois et demie le tour de la ville de Paris. Cependant, le tracé retrouvé de la dernière cité fit état, lors des récentes fouilles, d'une enceinte extérieure de 11,3 km pour un intérieur de 6 km. Le savoir-faire des jardiniers et des fontainiers de la Mésopotamie n'étant plus à démontrer, il fait peu doute que les jardins oasis ont proliféré dans cette région pendant des siècles, se sont améliorés, montrant des aspects multiples au gré des souverains et des modes. Quoi qu'il en soit, au fil du temps, c'est probablement imprégné dans la mémoire des voyageurs parvenus au terme d'un parcours harassant à travers une contrée désertique, la fantastique vision de chevelures, de forêts et de vergers flottant au-dessus des murailles, et les imaginations ont ensuite échafaudé le mythe. Enfin, tous les écrits réunis de son sujet montrent une seule chose qui soit certaine: cette ville dont on a constamment vanté avec les plus flatteurs superlatifs, les murailles, les portes d'airain, le pont sur le fleuve, la galerie sous le fleuve, les quais, les deux palais, le temple de Marduk, les statues, la ziggourate, la citerne, les jardins, etc., fut assurément à elle seule une vraie merveille. Début de citation. Elle est si magnifique que nous n'en connaissons pas une qu'on puisse lui comparer, fin de citation, écrivait le célèbre historien grec Hérodote. Un flou artistique. Les jardins de Babylone, le principal obstacle pour figurer les 7 merveilles est l'insuffisance des informations qui nous sont parvenues. Les jardins suspendus de Babylone, qui sont tout à la fois aisés et impossibles à reconstituer, en sont l'exemple le plus significatif. On peut, d'autre part, facilement concevoir qu'à l'époque de Pline, les secrets de la construction de la pyramide
de Khéops ait été perdu après tant de siècles. Parmi tous les auteurs qui ont parlé des pyramides, aucun n'en a donné une hauteur approchante. Jean-Pierre Adam, dont nous avons cité les passages de ses ouvrages dans le précédent podcast et dans celui-ci, un grand spécialiste des manuscrits de cette époque, remarque que les anciens sont en défaut sur toutes les mesures de points inaccessibles. Pour les pyramides, une illusion d'optique créée probablement par la course des arêtes fait généralement apparaître la hauteur très proche d'un des côtés de la base, lequel la représente en réalité une fois et demie. Pline, qui croyait sans doute la méthode de Thalès de Milet, connue depuis depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, a entériné de bonne foi les dimensions qu'on lui a transmises. Si cet auteur était soucieux de donner des mesures, il doit parfois s'en passer. Le tombeau de Moselle est légèrement plus court d'un côté que de l'autre, et la hauteur de son dernier étage est sensiblement égale à celle de l'étage en dessous. Les imprécisions des hauteurs du phare d'Alexandrie, encore plus déroutantes. De simplement haut pour Strabon à très élevé chez Jules César, son premier étage, aux yeux des chroniqueurs arabes, gagne une dizaine de mètres en un siècle, de Massoudi au Xe siècle à Ibn al-Deg en 1165, alors que le deuxième étage les gagne sur le même Massoudi avec El Makrizi au XVe siècle. La hauteur totale du phare d'Alexandrie varie en absolu entre 102 mètres par Massoudi et 225 mètres par Ibn Joubert. Les effondrements et les réparations ou reconstructions des parties hautes à différentes périodes ont encore mieux embrouillé les dimensions originales. Chez Pline, il n'y a aucune indication sur les sculptures ornementales du mausolée d'Halicarnasse et leur implantation, toutes comme celles de l'Artémision, pour lesquelles il avoue son désintérêt. Début de citation. Les autres ornements du temple rempliraient par leur description plusieurs livres, mais ils n'ont rien de commun avec l'histoire de la nature. Fin de citation. Cela a mis et met toujours dans l'embarras tous les essais de restitution. L'attitude du colosse de Rhodes, tant de fois contemplée, n'a jamais fait l'objet d'une description. Et ainsi retrouve-t-on une multitude de dessins le représentant dans des positions les plus singulières, dont la spectaculaire et impossible enjambement qui a eu du succès jusqu'au cinéma.
À l'inverse, Pausanias, qui est pratiquement le seul à s'absorber dans une emphrasis, dépeint le Zeus d'Olympie et sa décoration avec minutie, mais sans jamais donner une seule dimension. Début de citation. Je sais que plusieurs auteurs ont consigné dans leurs écrits la hauteur et la largeur de la statue de Zeus olympien, mais je me méfierais de ceux qui l'ont mesuré, car les dimensions qu'ils donnent paraissent bien au-dessous de l'idée qu'on s'en forme en voyant la statue de ses propres yeux. Fin de citation. En revanche, la science archéologique donne de meilleures précisions. Le chiffre 7. La liste des merveilles doit probablement une part de sa célébrité à ce chiffre mystique. Cette notion, qui ne s'est pas formée bien sûr avec ces seuls monuments, aurait été transmise, selon Jean-Pierre Adams, par le courant philosophique pythagoricien. Les séries et les nombres premiers ont toujours fait l'objet d'une attention particulière. L'école pythagoricienne, qui s'adonna aux spéculations ésotériques, fut fermement critiquée par les tenants d'Aristote, qui l'avait lui-même combattu dans son ouvrage La métaphysique, mais elle revint à la mode à l'époque de Cicéron avec l'école néo-pythagoricienne. Cependant, la superstition du chiffre magique, le 7, serait plutôt venue d'Asie mineure, comme semblerait le confirmer un traité ionien de Hebdomadis qui lui est consacré. Ceci pourrait expliquer dans la liste des merveilles du monde antique le nombre supérieur de réalisations d'Asie mineure, donc extérieure à la Grèce proprement dite. Désolé pour l'interruption téléphonique. Nous continuons. Par la suite, le chiffre 7 eut un succès qui ne se démentit jamais dans tous les domaines et on ne compte plus les groupes de 7 éléments. Même Isaac Newton ne repoussait pas l'irrationnel et, quand il eut découvert la décomposition de la lumière blanche, trouva l'idée de faire d'une infinité de teintes un ensemble de 7 couleurs qu'on trouve dans l'arc-en-ciel. La réaction romaine. En dehors du monde gréco-romain, Babylone, Thèbes et Ecbatane eurent droit à quelques nominations. Le monde romain devait déjà beaucoup à la culture hellénique, dont il avait copié des œuvres essentielles et réagi diversement aux monuments grecs qui suscitaient une admiration universelle. H. Scott, qui consacra en 1891 une thèse sur les merveilles, constitua 3 catégories et classa dans la deuxième toutes les réalisations romaines
en y englobant des listes allant jusqu'à la trentaine de monuments. Début de citation. Il va de soi que ces versions romaines sont tardives et manifestent la volonté de dresser un panégyrique de Rome face à la Grèce. Fin de citation. D'abord, Pline l'Ancien admet les merveilles grecques et les décrit sans réticence. D'un goût éclectique et d'un jugement avisé, il y mêle aussi des monuments peu cités, par exemple les obélisques et le sphinx égyptien, le temple de Cyzique, et, à considérer ces vestiges, il fut le plus colossal jamais érigé. Les labyrinthes d'Égypte, de Crète, de Lemnos, d'Étrurie, et aussi les jardins suspendus de Thèbes. Un sursaut de chauvinisme bien compréhensible lui fait dire à propos de Rome, ville bien pourvue en monuments spectaculaires, début de citation, sic quoque terrarum orbem victum ostendaire. Fin de citation. Début de citation en français, qui traduit la traduction latine d'avant. Là aussi, elle a vécu le monde entier. Fin de citation en français. Et comme les Romains, dans le domaine de la construction gigantesque, demeure inégalable, il ne lui a pas été difficile d'ajouter 18 merveilles de la ville éternelle, où le Capitole et le Colisée ont une place de choix. Parmi ceux qui ont pu diffuser la liste chez les Latins, Varron, écrivain polygraphe, respecté des anciens, apparaît le plus vraisemblable. S'il ne reste rien de ses écrits, ceux-ci ont été abondamment commentés. Il écrivit un ouvrage avec le chiffre 7 comme sujet principal, Hebdomades, où pratiquement toutes les catégories étaient représentées, y compris les 7 merveilles du monde antique, puisque Aulugel, auteur du IIe siècle, juge non sans une pointe de jalousie cette énumération. Début de citation. Tels sont les faits que Varron, par de soigneuses recherches, a rassemblés sur ce nombre. Mais il ajoute d'autres remarques frivoles et puériles. Par exemple, qu'il y a 7 merveilles dans le monde. Voilà, chers amis, fin de la section 3 et fin de ce podcast concernant les merveilles, donc les 7 merveilles du monde antique, qui était le survol général, partie 2. Dans notre prochain podcast dans cette grande rubrique des merveilles du monde, nous parlerons de la première merveille du monde antique, qui est la pyramide de Gizeh. C'était Pascal Cusson avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la compréhension du texte n'était pas trop ardue. J'ai fait de mon mieux pour ne pas trop bafouiller et bien m'exprimer, mais je vous avoue que ça ne fut pas facile, mais j'aime bien les défis que me lancent mes intérêts divers pour plusieurs sujets. Donc, j'espère que vous partagerez ma passion concernant les merveilles de notre monde passé
et présente. Je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.